Ok les gars, c'est Nico, j'espère qu'on m'entend bien. On va parler un petit peu ce matin dans cette nouvelle série de podcasts des derniers avancements qui ont été réalisés avec mon collègue Canter là, ces derniers jours. Donc encore pas mal de gros points qui ont été défrichés et qui étaient vachement importants à revoir, notamment par rapport aux premières sessions de tests, de bêta-tests qu'on a faites tous ensemble. Il y a des choses intéressantes, notamment au niveau des HFT signaux. Le HFT signal S1 qui est particulièrement pertinent. Vraiment, je vous encourage à l'utiliser. Bon, moi je l'utilise principalement sur le Nasdaq, mais même sur un SP500, ça peut être aussi vachement intéressant, même s'il est beaucoup plus liquide. Il faut juste que vous régliez le X Impact, la feature X Impact, vous la réduisez un peu quand vous passez sur le SP500, étant donné que les spreads sur le SP500 sont quand même relativement serrés. On est sur un marché quand même bien liquide. Donc au niveau des impacts de prix, moi par exemple, autant sur le Nasdaq, je vais aller trigger mon signal dès que j'ai un impact qui est supérieur par exemple à 4 ou à 5, notamment l'après-midi en séance américaine, je le mets même à 5. Ce qui veut dire qu'en fait, dès que j'ai un volume, un volume qui va faire un impact sur les prix de plus de 5 ticks, enfin de 5 ticks ou plus, là automatiquement j'ai mon signal qui se déclenche. Donc celui-là sur le Nasdaq il marche vraiment très bien. Le HFT signal S1 aussi a été revu. Le S2 aussi fonctionne pas mal, hein. On est sur la détection des icebergs. Donc après c'est toujours pareil, un iceberg, soit on le suit pour travailler à la réjection en espérant que ça rejette avant qu'il se fasse défoncer, ou soit au contraire on travaille la cassure en espérant qu'il se fasse d'être complètement démantelé, et que le prix, une fois cet iceberg démantelé, on ait un phénomène de porte ouverte sur les prix. Donc je disais, voilà, les signaux ont été encore sensiblement améliorés. Ça commence vraiment à être du lourd, ça commence vraiment à être du très bon. Et du coup, voilà, on a fait d'autres améliorations, notamment alors au niveau du bridge. On a beaucoup travaillé aussi. On a fait de gros travaux au niveau du bridge Python. Là, on est sur la version 4.2. Donc ici, pareil, on a réduit le nombre de coroutines pour faire moins d'allers-retours entre MetaQuant, MT5 via le bridge. Du coup, que ce soit autant pour la réception du flux que pour la partie trading, l'envoi des trades sur MT5, on a encore gagné en rapidité. On a aussi revu la fonction max qui permet de définir un nombre de trades maximal qui sera potentiellement ouvert en automatique via MetaQuant. Donc ça pareil, ça a été un peu corrigé, il y avait un léger bug dessus. La fonction pareil X-Tick qui permet d'espacer les frappes quand on fait notamment des stratégies de fade, de scaling, ça permet de ne pas frapper trop fort, trop vite. Donc ça pareil, quand il y a de la volatilité, c'est toujours bien. C'est toujours bien de régler cette features en fonction de la volatilité du marché. Hein. Plus la volatilité est importante, et plus vous allez mettre un X-Tick qui va être important. Moi par exemple l'après-midi sur le Nasdaq, j'aime bien le mettre entre 10, 20, même des fois 50, quand on a des grosses volatilités, que je fais du scaling en auto, ou que je sais qu'il va y avoir un gros événement, qu'il va y avoir de fortes volatilités. Je le mets sur 30, 50, et là comme ça mon empilage de position se fait avec un prix de revient moyen qui est quand même bien meilleur. Donc cette feature là aussi importante et a été complètement améliorée.
Quoi d'autre au niveau du bridge? Oui, on a aussi revu ce problème de stop loss et de TP, take profit et stop loss SL, donc qui rendait des fois des positions invalides quand on les rentrait depuis MetaQuant. Donc ça pareil, ça a été corrigé. On a beaucoup travaillé là-dessus, pourtant c'est quelque chose de simple, mais enfin pour un trader c'est quelque chose de simple, hein. J'espère qu'on m'entend bien, il y a beaucoup de bruit là où je suis. Excusez-moi, là je suis sur les terrasses d'Aix, il y a beaucoup de bruit. Pourtant Aix-en-Provence c'est une ville quand même beaucoup plus calme que Nice, mais bref. Je disais donc, le souci qu'on avait rencontré avec les take profit et les stop loss, c'est qu'en fait pour moi qui suis trader à la base, tout ça coulait de source, hein. Voilà, take profit c'est la limite de gain, c'est-à-dire un prix qu'on va fixer ou une limite de gain en points ou en tick qu'on va fixer, à partir de laquelle ou au-delà de laquelle on va encaisser le profit, et donc à partir de laquelle ou au-delà de laquelle ça va sortir le trade qui a été rentré. Et inversement, donc le stop loss, je lui expliquais donc à mon collègue Canter, le stop loss, ça va être quelque chose qui va lui au contraire limiter la perte potentielle et qui va transformer la perte latente en une perte encaissée et qui va stopper le dégât pour pouvoir justement sortir également le trade, mais cette fois-ci en perte. Et donc autant c'est facile à comprendre pour un achat, autant quand il a fallu que je lui explique que ça s'appliquait également pour une vente à découvert, je pensais qu'il avait compris ça rapidement dès le départ, et en fait il s'est avéré que non, probablement un manque de pédagogie de ma part, ou probablement le cahier des charges que je lui avais transmis n'était pas assez précis ou élaboré. Et c'est vrai que dans le développement, et je le comprends de plus en plus tous les jours dans le monde du développement, on est vraiment sur quelque chose, on est sur des process de zéro ambiguïté. On est vraiment dans une nécessité de la zéro ambiguïté. C'est-à-dire que ça laisse pas de place, ou très peu de place, à tout ce qui n'est pas clairement établi et défini. Du coup, il a fallu que je lui explique que oui, on peut aussi utiliser les stop loss et les take profit pour des ventes à découvert. Donc je lui ai expliqué ce qu'était la vente à découvert. Donc c'est vrai que pareil pour un trader, c'est un concept au départ qui peut peut-être être un peu surprenant, mais qui est très vite intégré, et voilà, on travaille avec tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand tu expliques ça à quelqu'un qui ne vient pas du monde du trading, ni de la finance, ni de l'économie, tout ça, que tu lui dis voilà, tu peux vendre quelque chose que tu n'as pas, qui plus est avec l'argent que tu n'as pas, parce que c'est ça la vente à découvert, on vend déjà quelque chose qu'on n'a pas et on le vend à découvert, donc avec de l'effet de levier, donc avec de la dette, donc tu vends ce que tu n'as pas avec de l'argent que tu n'as pas, et c'est vrai que ça, et pour ensuite racheter plus bas quand le prix est moins cher, racheter ce que tu n'avais pas, donc tout ça est un peu, au départ tout ça est un peu abstrait, et c'est vrai qu'il faut le pratiquer pour le comprendre, pour l'admettre, et pour comprendre cette petite technicité des produits dérivés qui permet finalement d'acheter et de vendre, et de vendre quelque chose même quand on ne le détient pas. Donc voilà, il a fallu que je lui explique tout ça, vraiment que je lui réexplique de fond en comble. Il m'a dit mais oui, mais je comprends pourquoi ça me met des stop loss invalides, etc. Et du coup il a fallu que je lui explique des basiques du style, le take profit sur une position acheteuse sera forcément au-dessus du prix d'entrée, le stop loss sera forcément en dessous, pour une position vendeuse c'est l'inverse, le take profit sera forcément en dessous du prix d'entrée, le stop loss au-dessus. Et du coup voilà, on a perdu un peu de temps là-dessus, enfin on a perdu, rien n'est jamais perdu, mais on a passé un peu de temps là-dessus, et voilà, maintenant ça marche vraiment nickel. Et donc tout ça est maintenant intégré dans le bridge 4.2. On va aussi prochainement intégrer les stop suiveurs. Je vous encourage vraiment à tester tout ça. C'est vraiment de mieux en mieux. Vraiment, ça envoie de mieux en mieux, les temps de latence sont de plus en plus réduits, la qualité des signaux est de plus en plus pertinente. Avec tous les tests qu'on a fait, là on commence vraiment à avoir des échantillons de data qui sont pertinents
pour pouvoir faire des analyses statistiques de qualité. Et ça nous permet après justement d'adapter les choses, d'optimiser, d'affiner les choses. Le fameux fine-tuning, comme on dit dans le monde de l'IA. Là, on le fait avec nos algos. Et voilà, il nous faut de la data, il nous faut des feedbacks. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette phase de bêta-test là qui est importante. Et oui, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais alors, pourquoi tu passes pas direct le truc, machin, en réel, machin, etc. Pourquoi tu fais pas des FTMO ?» Je leur dis « Écoutez, là, je suis toujours dans une phase de recherche et développement, je suis dans une phase de création, je suis dans une phase également de bêta-test, je fais tout ça en même temps. Et je le fais donc avec pas mal de monde. Et c'est ça qui est excellent parce que ça me permet d'avoir quand même pas mal de sons de cloche et de pas rester tête baissée dans mon coin tout seul à faire le truc. Et du coup, le retour de feedback en termes de réalité, le retour de réel est juste puissant. Donc, des fois un peu brutal pour moi, mais au moins ça me permet d'ajuster les choses de façon drastique quand il le faut et de façon pertinente et perspicace en fonction des résultats qui sont produits par ces tests et ces bêta-tests. Donc tout ça arrive, écoutez, tout ça s'améliore, tout ça fonctionne déjà très bien honnêtement. Et je suis content de voir que finalement c'est 2 ans et demi, parce que ça va faire quand même 2 ans et demi qu'on tartine, qu'on ponce ce truc, qu'on bosse là-dessus. Et pour moi ça va faire 12-13 ans que je travaille dans ce monde-là, du trading, de la finance, tout ça. Et du coup d'arriver à cet aboutissement, ça fait toujours plaisir. Voilà, je garde à l'esprit tous les objectifs qui restent en place. Et je vous remercie pour vos feedbacks, vos travaux, votre soutien. Et tout ça va encore avancer de façon importante. Autant en termes d'intégration des flux, j'y reviendrai dans un prochain podcast, qu'en termes d'automatisation du trading. Là, on est encore au balbutiement, même si ça produit déjà quelque chose d'intéressant. On est encore au balbutiement de la chose. Mais tout ça va booster fort, encore plus fort, là dans ces prochaines semaines. Ça va accélérer pas mal. Donc je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Et je vous retrouve juste après pour un second podcast. Merci beaucoup.